Docteur, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, mais je ne comprends pas très bien ce que ça signifie exactement. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est cette maladie? Bien sûr, le cancer du sein est une maladie qui commence par la multiplication anormale d'une cellule dans le sein. Cette cellule devient maligne et se divise de manière incontrôlée, formant une tumeur. Mais cette cellule, elle vient d'où? Elle peut provenir de deux endroits principaux dans le sein, soit d'un canal mammaire, auquel cas on parle d'un cancer canalaire, soit d'un lobule mammaire, ce qui donne un cancer lobulaire. Ce sont les structures qui composent le sein et permettent la production et l'évacuation du lait. Et où est-ce que le cancer se développe le plus souvent? Dans environ 40% des cas, la tumeur apparaît dans le cadran supéro-externe du sein, c'est-à-dire la partie supérieure et externe, près de l'aisselle. C'est parce que cette zone contient plus de tissu glandulaire, mais il peut aussi se développer au centre du sein ou dans d'autres cadrans, bien que ce soit moins fréquent. Mais pourquoi vérifie-t-on aussi les ganglions lymphatiques? Excellente question. Le sein est parcouru par un réseau de vaisseaux lymphatiques qui drainent les cellules et aident à lutter contre les infections. Ces vaisseaux aboutissent aux ganglions axillaires, des vaisseaux lymphatiques se trouvant principalement sous l'aisselle, sous et au-dessus de la clavicule et autour du sternum. Lorsque les cellules cancéreuses quittent la tumeur initiale, elles peuvent emprunter ces vaisseaux et se propager aux ganglions lymphatiques. C'est pourquoi on vérifie toujours leur état lors d'une biopsie. Si des ganglions sont atteints, cela signifie que le cancer peut s'être propagé dans d'autres parties du corps. Existe-t-il différents types de cancer du sein? Sont-ils plus ou moins agressifs? Effectivement, il existe plusieurs types de cancer du sein. Il y a le cancer triple négatif, caractérisé par l'absence des récepteurs hormonaux et de HER2, et le cancer HER2 surexprimé, où il y a un excès de récepteurs HER2 à la surface des cellules cancéreuses. Vous voulez dire que mon cancer est influencé par des hormones? Exactement. Certains cancers du sein sont dits hormonodépendants, car leurs cellules possèdent des récepteurs spécifiques aux œstrogènes et à la progestérone. Lorsque ces hormones se fixent sur ces récepteurs, elles activent des mécanismes favorisant la multiplication des cellules tumorales, ce qui peut accélérer la progression du cancer. Que se passe-t-il si le cancer se propage ailleurs? Alors, lorsqu'une cellule cancéreuse quitte la tumeur primaire et envahit d'autres organes, on parle de métastase. Pour cela, les cellules passent par plusieurs étapes. D'abord, la délamination. Elles doivent se détacher de la tumeur, puis l'intravasion. Elles entrent dans la circulation sanguine ou lymphatique et voyagent à travers le corps, puis elles sortent des vaisseaux pour coloniser un nouvel organe, c'est l'extravasation. Une fois installées, elles doivent s'adapter à leur nouvel environnement, survivre et se multiplier pour former une tumeur secondaire. Dans le cancer du sein, les métastases touchent souvent les os, le foie, les poumons ou le cerveau. Quel est le processus par lequel les cellules cancéreuses migrent vers un autre organe? Certaines cellules cancéreuses subissent des modifications qui leur permettent de se détacher de la tumeur principale. Ce processus est contrôlé par des protéines régulatrices comme Twist1 et Snail1, qui empêchent les cellules de rester accrochées entre elles en bloquant la production de molécules d'adhérence comme l'eucadérine. En parallèle, ces mêmes facteurs stimulent la production d'enzymes capables de dégrader la matrice extracellulaire qui entoure les cellules, ouvrant ainsi la voie aux cellules tumorales pour migrer et envahir d'autres tissus. Ne vous inquiétez pas madame, nous allons utiliser l'IA pour votre prise en charge. Bonjour, je suis Lia. Dans la lutte contre le cancer du sein, je suis devenue une alliée précieuse. Mon rôle, anticiper, détecter et accompagner. Mon premier rôle, c'est la prévention. J'analyse vos antécédents familiaux, vos habitudes de vie, vos données génétiques et médicales. Je croise ces informations avec des millions de données médicales pour identifier les personnes à risque élevé. Là où l'œil humain pourrait ne rien voir, moi, je détecte les signaux faibles, les indices invisibles. Je suis capable de prédire votre probabilité de développer un cancer du sein et de recommander un suivi adapté et personnalisé. Je suis aussi là pour le diagnostic. Grâce à mes algorithmes avancés et au deep learning, j'analyse vos mammographies, échographies, biopsies et surtout des lames histologiques en quelques secondes. Mais qu'est-ce que c'est que le deep learning ? Il s'agit d'une technique d'intelligence artificielle utilisant mes réseaux de neurones profonds afin d'analyser des images médicales et détecter automatiquement les signes du cancer du sein par exemple. Pour y parvenir, j'ai d'abord été entraîné sur de nombreuses lames histologiques provenant d'anciennes patientes atteintes d'un cancer du sein.
En apprenant à reconnaître les caractéristiques spécifiques des cellules cancéreuses, j'ai pu affiner ma capacité à identifier ces anomalies. Puis, lorsque de nouvelles lames me sont présentées, je peux alors les analyser avec une grande précision et aider à poser un diagnostic plus fiable. Je détecte également des masses suspectes et des distorsions architecturales ou encore des anomalies parfois invisibles à l'œil nu. Là où la fatigue, le stress ou l'expérience peuvent influencer un diagnostic, je reste constante et précise. Les méthodes classiques atteignent une précision de 70 à 80%. Mais moi, je vais plus loin. Mes modèles prédictifs peuvent atteindre jusqu'à 95% de précision. J'ai réduit les faux négatifs de 9% et les faux positifs de 5% selon une étude menée par Google Health. Mon rôle ne s'arrête pas au diagnostic, je prédis l'avenir. Je modélise l'évolution des tumeurs et j'anticipe les récidives. Des outils comme Azimirail me permettent même d'évaluer le risque de cancer jusqu'à 5 ans à l'avance en analysant les asymétries entre le sein droit et gauche dans vos mammographies. Chaque patiente bénéficie ainsi d'un suivi sur mesure, adapté à son profil de risque. Je ne remplace pas les médecins, je travaille avec eux et la combinaison des deux forme une alliance puissante. D'accord, mais qu'est-ce que l'IA? Moi, je suis un programme conçu pour imiter l'intelligence humaine en résolvant des problèmes, en apprenant, en comprenant et en prenant des décisions. Je fonctionne grâce à des algorithmes et des calculs avancés. Comment est-ce que j'apprends? On peut m'enseigner de deux façons principales dans la santé. La première est par processus supervisé, où l'on me fournit des données avec des étiquettes qui m'expliquent ce que cela représente pour m'entraîner. Cela me permet ensuite de faire des prédictions avec des données similaires. J'utilise cette technique pour analyser des images médicales telles que des radios, où je peux distinguer des radiographies cancéreuses des radiographies saines. La seconde est la technique non supervisée où je découvre des motifs sans indication dessus. Je peux utiliser ce genre d'enseignement pour trier et regrouper les profils médicaux similaires de patients, par exemple. Ces processus entraînent ma façon de raisonner grâce à l'imitation d'un réseau de neurones qui ajustent leur connexion en apprenant pour minimiser mes erreurs. On appelle souvent ça mon réseau de neurones profond. Dans le domaine médical, je repose sur des données provenant de patientes saines ou malades qui pourraient être considérées comme sensibles. Y a-t-il donc un risque de confidentialité de ces données? Eh bien, ces données médicales qui me sont confiées sont protégées et anonymes en Europe grâce à des réglementations strictes, le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. De ce fait, toutes ces données ne sont ni la propriété de l'entreprise, ni celle du patient. Les chercheurs qui me supervisent ont accès à ces données uniquement sous conditions strictes après en avoir fait la demande et que celles-ci soient validées par des comités d'éthique. L'IA dans la médecine, on en parle peu, mais sachez que je suis souvent utilisé dans ces milieux aujourd'hui, avec mes premiers débuts il y a maintenant presque 50 ans, lors du projet Casdin. Je suis un support pour les professionnels de santé pour améliorer l'efficacité du dépistage et la prise en charge des patients. Globalement, mon utilisation permet déjà d'améliorer la détection des cancers et de diminuer les faux positifs. En Suède, il y a 20% des cancers détectés en plus grâce à mon utilisation, et selon une étude menée aux États-Unis, 6% de faux positifs en moins. C'est une différence non négligeable, sans oublier que mon développement ne cesse de s'améliorer. Docteur, maintenant que je sais plus en détail ce qu'est un cancer du sein et comment fonctionne l'IA, quelles sont les solutions? Quels traitements sont envisageables? J'aimerais si possible ne pas me faire enlever les seins. Vous n'êtes pas seul face à cette maladie. Aujourd'hui, nous avons plusieurs options pour traiter le cancer du sein. La prise en charge repose sur plusieurs approches et nous allons déterminer ensemble le traitement le plus adapté à votre cas. Votre tumeur étant assez importante, nous allons en premier lieu devoir la retirer de façon chirurgicale. Aujourd'hui, il existe 3 options. La tumorectomie. Elle permet de retirer la tumeur tout en conservant le sein. La mastectomie. Elle consiste à enlever une partie ou la totalité du sein en fonction de l'étendue du cancer. Le curage ganglionnaire. Cette intervention permet d'évaluer si le cancer s'est propagé au ganglion lymphatique. Aujourd'hui, les avancées technologiques nous permettent d'utiliser la chirurgie assistée par robot, comme le robot Da Vinci Xi, qui améliore la précision et limite les séquelles esthétiques. Ce robot offre pour les chirurgiens une vision 3D stabilisée, des bras robotisés ultra précis, un accès facilité aux zones complexes, une meilleure récupération post-opératoire.
Je ne peux pas garantir que nous ne procéderons pas à une mastectomie, car cela dépend de l'étendue de la tumeur. Malgré les images que nous possédons, il peut toujours y avoir des imprévus, mais nous ferons notre maximum pour que ce ne soit pas le cas. Et sachez qu'il est possible pour nous, au cours de la chirurgie, de directement procéder à une reconstruction mammaire. Est-ce que cette chirurgie laissera des cicatrices visibles? L'objectif est de minimiser les cicatrices. Avec la chirurgie robotique, certaines interventions permettent une reconstruction mammaire sans cicatrices visibles. Comme vous pouvez le voir sur cette image, seules 2 petites incisions en dessous de l'aisselle sont pratiquées. Après la chirurgie, la radiothérapie est recommandée pour détruire d'éventuelles cellules cancéreuses restantes. Elle consiste à envoyer des rayons X ciblés pour éviter les récidives. Elle est particulièrement efficace après une tumorectomie et aujourd'hui, les nouvelles techniques permettent de réduire l'impact sur les organes voisins. Certains traitements agissent sur l'ensemble du corps pour empêcher la propagation du cancer. La chimiothérapie, administrée avant ou après les chirurgies, elle permet de réduire le risque de récidive. L'hormonothérapie. Si votre cancer est hormonodépendant, ce traitement bloquera les hormones comme l'œstrogène ou la progestérone pour freiner la propagation tumorale. Les thérapies ciblées. Contrairement à la chimiothérapie, elles s'attaquent directement aux anomalies des cellules cancéreuses, limitant les effets secondaires. L'immunothérapie. Cette approche récente stimule votre système immunitaire pour l'aider à combattre le cancer. Jusqu'ici, vous m'avez parlé de l'intelligence artificielle pour la détection des cancers. Mais est-ce qu'elle peut également m'aider dans mon traitement? Oui, tout à fait. L'IA révolutionne la prise en charge du cancer du sein en plusieurs points. Elle analyse vos données pour ajuster et personnaliser votre protocole thérapeutique. Je vous conseille des applications comme Mon Carnet de route et des chatbots comme Vixin qui vont vous accompagner au quotidien. Il existe également des objets connectés comme le Smart Bra permettant de surveiller les éventuelles rechutes. Je peux vous en fournir un si vous en sentez le besoin. Enfin, l'IA permet de découvrir de nouvelles molécules et d'optimiser les essais cliniques afin de créer des traitements de plus en plus performants. Tous ces traitements ont-ils des effets secondaires? Oui, chaque traitement peut avoir des effets secondaires, mais ils sont aujourd'hui mieux gérés. Pour la chirurgie, il y a possibilité de douleurs et de cicatrices, mais la reconstruction mammaire est faisable. La chimiothérapie peut causer fatigue, nausées, perte de cheveux. La radiothérapie, quant à elle, peut induire l'irritation de la peau et de la fatigue. Et l'hormonothérapie peut causer des bouffées de chaleur et des douleurs articulaires. Mais nous ferons le maximum pour vous accompagner durant toutes les étapes de votre traitement. On ne pense pas souvent à cet aspect, mais en plus des traitements, la prévention et le suivi sont essentiels. L'auto-examen du sein doit être réalisé 1 fois par mois à partir de 25 ans. La mammographie de dépistage reste l'examen de référence à partir de 50 ans, à réaliser tous les 1 à 2 ans. L'IRM mammaire et l'échographie mammaire sont parfois nécessaires pour un diagnostic plus précis. Si vous pouvez en parler à votre entourage, cela permettra peut-être de sauver d'autres vies. Je me sens un peu plus rassurée. Savoir qu'il y a autant d'options et d'innovations me redonne espoir. Et cela ne fait aucun doute que je parlerai à ma famille de ce que l'on peut faire pour prévenir ou détecter précocement un cancer. Vous êtes entre de bonnes mains. Nous allons avancer ensemble, étape par étape, pour vous donner les meilleures chances de guérison. Merci, docteur. Toutes ces avancées et ces traitements me rassurent. J'avais peur d'être seule face à cette maladie, mais je vois que la médecine a fait d'énormes progrès. Oui, l'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important. Elle nous aide à détecter le cancer plus tôt, à personnaliser les traitements et à améliorer le suivi des patients. Elle ne remplace pas le travail des médecins, mais elle nous permet d'être plus précis et plus efficaces. Grâce à elle, nous pouvons adapter les traitements à chaque patiente et améliorer leur qualité de vie. C'est rassurant de savoir que l'on peut compter sur ces outils tout en ayant un suivi médical personnalisé. Avec tout ce que vous m'avez expliqué, je me sens plus confiante pour affronter la suite.